Honorable sénateur, je prends la parole au sujet de l'interpellation numéro 11 qui porte sur le traitement historique de nos frères et sœurs d'origine chinoise. Il est essentiel que nous, sénateurs et citoyens canadiens, comprenions comment les politiques d'immigration ont, de longue date, façonné le racisme ici. J'aimerais remercier le sénateur Wu d'avoir mis de l'avant cette interpellation et d'avoir braqué les projecteurs sur le besoin qui nous incombe toujours de lutter contre les formes modernes d'exclusion et de discrimination auxquelles sont confrontés encore les Canadiens d'ascendance asiatique. Dans son livre de 83 intitulé Racial Minorities in Multicultural Canada, signé par les éditeurs Peter Esli et B. Singh Bolaria, l'auteur Gurchan S. Basran de l'Université de Saskatchewan disait « Le racisme au Canada n'est pas le produit des années 70 et 80. C'est une pratique systématique du gouvernement canadien et du peuple en général depuis le début de l'histoire canadienne. Ce racisme a été institutionnalisé tout au long de notre histoire. Il a été surtout dirigé vers les populations non blanches au Canada. La chronologie du développement de l'immigration canadienne et des politiques ethniques est la même chronologie que celle des politiques discriminatoires adoptées par le gouvernement canadien par rapport à des populations non blanches. L'auteur continue. Il dit « Les personnes chinoises qui ont travaillé à la construction du Canadien ont été amenées pour travailler à la construction du Canadien Pacifique. C'est difficile d'avoir des travailleurs blancs à cette fin. » Woodsworth, dans son livre « Strangers Within Our Gates », soulignait « Les Chinois en assez grand nombre ont été amenés pour la première fois lorsque l'on construisait le chemin de fer du Canadien Pacifique parce qu'il était pratiquement impossible d'avoir une main-d'œuvre blanche. » Discutant la contribution de la main-d'œuvre chinoise à la construction du Canadien Pacifique, John Porter met l'accent sur ceci. Sans la main-d'œuvre chinoise, la construction et le parachèvement du Canadien Pacifique auraient été repoussés indéfiniment. Certainement pas avant 1962, où les personnes de couleur des pays du Commonwealth étaient vues comme des immigrants possibles. Avant ça, ce n'était que quelques personnes qui servaient comme domestiques, surtout des femmes européennes et britanniques. L'auteur continue disant qu'il y a de nombreux exemples de racisme institutionnalisé au Canada. Des étudiants de l'histoire canadienne en général et ceux responsables des politiques immigratoires canadiennes en particulier sont bien au fait de nombreuses lois et pratiques qui fomentent la discrimination à l'égard des populations immigrantes et non blanches. Dès le parachèvement du Canadien Pacifique et dès que la main-d'œuvre chinoise a commencé à envisager d'autres emplois, le racisme institutionnel s'est concrétisé sous différentes formes. Il y avait une taxe de 50 $ qui a été imposée aux Chinois en 85. La taxe a été augmentée à 100 $ en 1900 et à 500 $ en 1903. D'autres personnes d'ascendance orientale étaient aussi sujettes à une telle taxe, alors que l'aide n'était qu'offerte aux immigrants britanniques. Les Indiens de l'Est et les personnes chinoises ont dû payer cette taxe jusqu'en 1907, au moment où l'immigration a été ni plus ni moins arrêtée. Ils n'avaient pas le droit de vote avant la Deuxième Guerre mondiale et ne pouvaient pas exercer certaines professions en Colombie-Britannique. Selon la loi sur l'immigration en 1906, d'extraordinaires pouvoirs discrétionnaires ont été octroyés aux agents d'immigration qui étaient souvent utilisés de façon discriminatoire et brutale à l'encontre des immigrants non blancs. Il y a eu des émeutes de nature raciale en Colombie-Britannique en 1907, émeutes durant lesquelles des personnes orientales ont été attaquées et leurs propriétés, leurs entreprises et tout ça, leurs foyers ont été détruits. En 1907, les immigrants asiatiques devaient avoir 200 $ lorsqu'ils arrivaient. En 1919, ils devaient avoir 250 $. En 1930, l'article 38 de la loi sur l'immigration interdisait l'arrivée au Canada de tout immigrant de race asiatique. C'est une citation. Honorable sénateur, l'information suivante est fondée sur une recherche accomplie par la Bibliothèque du Parlement. La
première vague d'importance d'immigration chinoise a commencé avec la ruée vers l'or de la rivière Fraser en 1858. De 1881 à 1885, plus de 15 000 travailleurs chinois sont venus ici travailler pour construire le chemin de fer du Canadien Pacifique. Durant la construction et à la fin de 1882, des 9 000 travailleurs du chemin de fer, 6 500 étaient des Sino-Canadiens. Ils étaient employés pour construire le segment britanno-colombien du chemin de fer. Ils devaient négocier un terrain fort dangereux, fort précaire. Les Chinois étaient payés 1 $ par jour et de ce 1 $, ils devaient payer leur nourriture et leur équipement. Les Blancs étaient payés 1,50 $ à 2,50 $ par jour. Ils n'avaient pas à payer leur fourniture. En plus d'être moins payés et d'avoir des plus grandes dépenses, les travailleurs chinois se voyaient donner les tâches les plus dangereuses, comme par exemple la manutention de la nitroglycérine explosive utilisée pour dynamiter le roc. En raison de ces conditions dures, des centaines de Sino-Canadiens qui travaillaient sur le chemin de fer sont décédés des suites d'accidents, du froid hivernal, de la malnutrition et de la maladie. Bien que les travailleurs sino-canadiens ont été confrontés à d'énormes défis qu'ils ont surmontés pour construire le chemin de fer du Canadien Pacifique, on les a complètement écartés des célébrations qui ont entouré le parachèvement du Canadien Pacifique. Souvenez-vous de cette photo bien connue où on voit le directeur du CP, Donald Alexander Smith, là, qui martèle le dernier clou là, à Craigellachie, en Colombie-Britannique. Eh bien, on voit qu'on a écarté là, plusieurs travailleurs sino-canadiens du champ de la photo. Bon nombre de gens ont souligné cette injustice. Il n'y a pas un seul travailleur sino-canadien dans cette photo, bien que ce soit eux qui aient souffert, qui aient trimé dur, même qui sont décédés en construisant ce chemin de fer qui a depuis symbolisé l'unité canadienne d'un océan à l'autre. Le premier ministre John A. Macdonald a reconnu la nécessité de la main-d'œuvre chinoise. Lorsque le gouvernement britanno-colombien a tenté d'interdire l'immigration chinoise en 1882, Macdonald a dit en chambre, soit vous aurez cette... Je suis désolé, sénatrice, je dois vous interrompre. Honorable sénateur, il est 18 heures et conformément au règlement 331, je quitte le fauteuil jusqu'à 20 heures, jusqu'à temps que nous reprendrons, à moins que vous ne souhaitiez, honorable sénateur, de ne pas voir l'horloge. Êtes-vous d'accord de ne pas voir l'horloge? Merci. Sénatrice McCallum, en débat. Alors, il disait, soit vous aurez cette main-d'œuvre, mais sinon, soit vous n'aurez pas de chemin de fer. Mais plus le chemin de fer était prêt d'être parachevé, plus McDonald a décidé de respecter l'opinion publique discriminatoire et préjudiciée. En 1984, il a nommé la Commission royale sur l'immigration chinoise pour enquêter sur la restriction des immigrants chinois. Honorable sénateur, le racisme institutionnel a été perpétué par l'entremise de la loi sur l'immigration chinoise et plus de 100 autres politiques. Ils ont empêché les personnes d'origine chinoise de voter, de pratiquer le droit à la médecine, d'être élus ou d'obtenir un emploi public, d'être propriétaire de terres de la couronne parmi d'autres restrictions. En 1885, la loi sur l'immigration chinoise a imposé une taxe sur les immigrants chinois qui arrivaient au Canada. Elle a eu cours de 1985 en 1923. C'est la première loi canadienne à exclure l'immigration sur la base d'une ascendance ethnique. Durant cette période de 38 ans, durant laquelle la taxe a été imposée, on estime qu'approximativement 82 000 immigrants chinois ont payé près de 23 millions de dollars. Puis en 1923, la loi sur l'exclusion des Chinois, le Chinese Exclusion Act, a interdit toute immigration chinoise jusqu'à l'abrogation de la loi en 1947. En 2006, le gouvernement fédéral
a présenté ses excuses pour cette taxe et pour les autres immigrations, et les autres politiques d'immigration racistes qui ciblaient explicitement les personnes d'origine chinoise. Honorable sénateur, en dépit des politiques racistes discriminatoires et du traitement limitatif que les Chinois ont connu au Canada, il y a de nombreux individus qui ont consacré leur vie à promouvoir la culture chinoise et l'histoire sino-canadienne au Canada. Ces personnes ont en commun la persévérance, la détermination et le succès. Grâce à cela, ces personnes ont surmonté les entraves discriminatoires et ont laissé leur marque sur la société canadienne, une marque indélébile. D'ailleurs, permettez-moi de souligner quelques individus qui ont agi ainsi par l'entremise de leur travail dans le domaine artistique. Il y a Arlene Chan, née à Toronto, une historienne sino-canadienne, activiste, athlète, autrice. Par l'entremise de son travail, elle met en exergue les expériences vécues et l'histoire de la communauté sino-canadienne de Toronto, ainsi que les traditions qui importent à la diaspora sino-canadienne. Madame Chan est conseillère pour le musée sino-canadien, ainsi que pour les archives sino-canadiennes de la Toronto Public Library. Based out of Toronto and Montreal is a visual. Lan Florence Yee, établie à Toronto et à Montréal, est une artiste visuelle et cofondatrice de la Biennale du quartier chinois. Les œuvres de Lan ont été présentées dans d'innombrables musées et expositions, notamment la Fonderie Darling, le Musée d'art contemporain de Toronto et le Musée des beaux-arts de l'Ontario. Alice Meng-Wei Jim est une historienne de l'art, conservatrice et professeure à l'Université Concordia de Montréal, où elle a occupé la chaire de recherche en histoire de l'art ethnoculturel. Madame Chin concentre ses recherches sur l'art diasporique au Canada, en particulier sur les relations entre les cultures remix et l'identité locale. Coéditrice fondatrice du journal Asian Diasporic Visual Cultures and the Americas, Madame Kim a également été chargée de recherche au Center of Asian Studies et au Centre for the Studies of Globalization de Hong Kong. Karen Cho, née à Montréal, est une documentariste sino-canadienne qui a notamment réalisé en 2004 le document primé de l'Office national du film du Canada intitulé In the Shadow of Gold Mountains, qui met en lumière les effets de la loi sur l'exclusion des Chinois au Canada. Son deuxième documentaire, Seeking Refuge, raconte l'histoire de 5 demandeurs d'asile qui ont trouvé du refuge au Canada. Ce film a été utilisé comme outil d'éducation et de sensibilisation par le Conseil canadien pour les réfugiés. Honorable sénateur, il ne s'agit là que d'un petit échantillon de Canadiens d'origine chinoise qui s'efforcent d'élever leur propre culture face à un racisme croissant. Nous sommes tous conscients, en tant que société, de l'agression mal avisée et infondée infligée sur nos voisins chinois aujourd'hui. Les questions concernant la COVID-19, Huawei et les allégations d'ingérence ont toutes exacerbé les sentiments racistes. Ces questions ont eu pour effet d'exclure nos frères et sœurs chinois au Canada, les obligeant à faire face à des niveaux de croissants de racisme, de discrimination et de violence qu'aucune personne vivant au Canada ne devrait avoir enduré. Collègues, le racisme et les préjugés sont des comportements appris. Ils sont aussi peu naturels qu'inacceptables. Les gens souvent, les enfants, apprennent ces comportements préjudiciables autour de la table de cuisine. Cette histoire de perpétuation du racisme ne doit pas se poursuivre. Au contraire, le changement peut être apporté par la sensibilisation et l'éducation. Pour nos jeunes, cette éducation doit être permanente et continue, depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement secondaire et supérieur. Cependant, comme nous le savons, désapprendre les comportements racistes est d'une grande valeur et d'une grande nécessité pour les individus, pour notre société.
Tout comme les attitudes et les comportements racistes peuvent être acquis par l'ignorance, ils peuvent être désappris par l'éducation, la sensibilisation et l'engagement à faire preuve de compassion à l'égard de tous nos frères et sœurs, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur pays d'origine. Je vous remercie.